villa, à 2 pas d'Annecy. C'est là, au calme, à l'abri du Parmelan, que vit le guide Christophe Dumaret, l'un des alpinistes de pointe de la nouvelle génération. Ça fait une petite dizaine d'années que le monde de la montagne s'est habitué à retrouver son nom dans les chroniques des revues spécialisées. Protagoniste d'un monde en effervescence permanente, Christophe est, selon la jolie définition de l'écrivain Philippe Claudel, un voyageur de montagne, inutile arpenteur aux yeux de beaucoup, qui se sait en son fort intérieur un homme riche, disposé à partager ses trésors avec celles et ceux qui voudront bien le suivre. Respectueux de l'éthique et de l'héritage des glorieux anciens, de Lionel Terray à Patrick Gabarou, en passant par Erhard Loretan ou Walter Bonatti, Christophe Dumaret s'inscrit dans la tradition d'un alpinisme engagé et esthétique où l'aventure partagée et la notion de cordée tiennent une place de choix. Rencontre avec un garçon ambitieux, chaleureux et volontiers volubile quand il s'agit de parler de sa passion pour les territoires d'altitude et la grande nature. Christophe, salut. Alors Bonjour. on est chez toi. Alors on est dans un petit village qui s'appelle Villaz. Ouais. Bon. Et c'est pas très loin d'Annecy. Non, on est à 10 minutes d'Annecy, là. Et c'est un peu ton coin. Tu es né par là. Toi, tu es né à Annecy. Tu as toujours vécu ici. C'est tes racines. Là, on était dans tes racines. Là. Ouais. Moi, je suis né à Annecy et la famille vit à Annecy, Annecy-le-Vieux, plus précisément, depuis un moment, depuis presque le Moyen-Âge. Et j'ai pas la sensation d'être très attaché à la région. Je suis pas trop communautariste, régionaliste. Mais quand je pars de la région et que j'en reviens, je me rends compte que en fait, j'y suis relativement attaché. Ouais. Et que c'est un petit paradis ici. Donc non, on est bien à Villaz. Alors, comment on doit te présenter, Christophe? Bon, tu es un alpiniste, tu es un professionnel de la montagne, professionnel du vide, guide. Tu fais des expéditions, des performances en montagne. Tu fais aussi des films. Tu as fait du journalisme. Tu en fais encore. Quand tu fais des conférences, comment tu te présentes, toi, aux gens? Comment tu dis, voilà, je m'appelle Christophe Dumaret, donc tu as à peu près 30 ans. Bientôt 32, ouais. Bientôt 32. Comment tu te présentes au public pour dire qui tu es et ce que tu fais? J'hésite entre funambule souvent et saltimbanque, mais je pencherais plutôt pour saltimbanque, pour le côté multi-activité. Non, c'est délicat. J'ai l'impression qu'en parlant du mot professionnel, ça colle pas vraiment à ma démarche qui, je pense, est restée profondément amateur. Et qu'en mettant cette définition-là, ça va faire échapper justement l'état d'esprit ou en tout cas les privilèges dans lesquels j'évolue. Donc j'ai du mal à me qualifier d'alpiniste professionnel. C'est deux mots un petit peu antinomiques. Donc, souvent, non, moi je me présente comme alpiniste, guide de haute montagne. Tu dis, je ne suis pas un professionnel, non, sauf que tu vis de ce métier-là, et tu as choisi cette direction il y a une bonne dizaine d'années maintenant. à peu près. Ouais, en fait, je crois que je suis un professionnel, je crois que je suis alpiniste pro, Voilà. mais il y a quelque chose qui grince un peu quand je dis ça. Mais la vérité, c'est ça, c'est que je suis alpiniste professionnel. Donc tu as choisi cette voie il y a déjà un certain nombre d'années, et puis tu t'es lancé à fond en faisant partie de l'équipe de France, entre guillemets, des jeunes alpinistes. C'est comme ça que tu as commencé avec, je dirais, l'alpinisme de haut niveau, parce que c'est un alpinisme de haut niveau que tu as choisi de faire. Ouais, alors moi j'ai une programmation qui était forte, hein. Je crois que déjà depuis tout petit, mon père était tellement passionné de montagne, c'était un tel exutoire pour lui, c'était une telle bouffée d'oxygène. J'y ai passé tellement de temps depuis avant ma conception, pendant et juste après que j'allais dire l'injection elle a été puissante, hein. Ouais, Moi, j'ai toujours baigné dans la montagne. Ouais, tu dis que tu es né dans un sac à dos, quoi. Ouais, bah c'est voilà. Et je rappelle que déjà depuis très très jeune, j'étais dans la montagne et que c'était pas toujours la fête. Parce qu'en ski de rando à 6 ans, partir pour le grand pic de la Lausière avec je sais pas combien de centaines ou de milliers de mètres de dénivelé quand on est gamin, c'est barbant, quoi. Et puis tu as fait un 4000 tout jeune aussi. Ouais, hein, très ouais, vite. assez jeune, j'étais dans la montagne. Déjà à l'époque, j'avais l'impression que cette montagne et cet alpinisme me donnaient une énergie et une aura qui n'était pas exactement la même que mes copains de classe qui revenaient de Walibi ou du parc Astérix. Quand moi j'avais fait la Fastnacht de la Sainte-Hélène, j'ai des photos, mais je suis gamin en bas de survêtement avec des petites cofflages. Et ouais, déjà à l'époque, sans m'en rendre compte, je pense que ça amenait une énergie, une confiance qui est restée, qui était puissante. Et moi, je connaissais que ça, donc je n'avais pas forcément d'équivalent, mais à des moments, c'était dur. Ouais. Alors, quand tu montres des images, qu'est-ce que tu as envie de montrer?
comme image de toi qui représente ce que tu fais bien en montagne? Parce que tu as fait pas mal de films, tu as fait beaucoup de réalisations. Aujourd'hui, si on te disait, voilà, est-ce qu'il y a une réalisation qui correspond à ce que tu as envie de montrer? Je crois que je suis assez attaché par la notion d'enchaînement alpin qui est largement inspiré de mes prédécesseurs. Ça pouvait être Escoffier, ça pouvait être Boivin, ça pouvait être Profit, même si eux, il y avait une notion vraiment de performance, d'exploit et de rapidité qui n'est pas forcément ce qui me correspond le mieux. Mais voilà, les enchaînements d'Erhard Loretan, plus récemment de Béraud, c'est des aventures qui m'ont fait rêver. Et pour moi, c'est un super moyen de compiler plusieurs visions Parce de qu'il y la a pas mal montagne. d'enchaînements dans les Alpes, dans le massif du Mont Blanc, dans les écrins. Donc c'est ce genre d'image que tu montres. Quand tu fais par exemple le méridien des écrins avec Émeric Louet, c'est ce genre de performance, de manière d'approcher la montagne que tu aimes bien montrer. Ouais, je crois que c'est surtout que ça me correspond bien. Je suis pas certain d'être taillé dans le bronze pour donner une image qui me correspond pas, ou je suis pas le spécialiste de la haute altitude. Je crois pas être attiré par toute cette espèce de cirque un petit peu autour des camps de base de la médiatisation, du gros sponsoring, du gros sponsoring, voilà, de toutes les contraintes qui concernent aussi la haute altitude, en plus de la raréfaction de l'oxygène. Et en fait, ces ascensions dans les Alpes, ces enchaînements, ouais, je crois que ça me correspond bien. Ouais. C'est ça, parce que tu t'es un peu spécialisé dans ce genre de pratique de la montagne, faire plusieurs sommets les uns après les autres. Bon, c'était 8, je crois, dans les écrins, c'est ça? Ouais, ouais. Bon, t'en as fait encore un récemment en faisant les voix de Walter Bonatti. Ouais, c'est Trois ça. voix Bonatti, Ouais. bon, c'était une belle réalisation. C'est quelque chose qui est récent. Parle-nous de ça, par exemple. Disons qu'en fait, ces enchaînements, moi, j'ai conscience que la barre a été mise très haute avant moi. Je suis pas sûr que mon alpinisme révolutionne l'alpinisme quand on voit déjà dans les années 80 ce qu'ont pu faire des Kurtika, des profils dans les Alpes. Donc, j'allais dire, moi, ce qui me plaît, c'est vraiment de pratiquer l'alpinisme qui me ressemble et dans lequel je puisse m'exprimer. Ces enchaînements, je crois que ça correspond bien aussi parce que les Alpes, c'est des montagnes humaines. Et Bonatti, c'est ça. Quand on grimpe dans les Alpes, on inscrit ses pas dans ceux qui nous ont précédés. Voilà, il y a eu des pionniers avant, Bonatti en est un. Et on ne peut pas les ignorer. Il y a tout un côté historique qui est fort, qui fait qu'il y a un lien d'interdépendance. Et puis après, le côté esthétique. C'est ça, en fait. Là t'as préparé un film sur cette trilogie que tu as fait avec Yann Bornier. Avec Anne Bornier. Ouais. Ce projet Bonatti, moi, ça fait plusieurs années que j'en rêve, que je l'ai imaginé, que j'ai commencé à le fomenter. C'est trois voies qui se suivent de manière harmonieuse dans le massif du Mont Blanc, qui sont toutes chargées d'histoire. C'est d'abord la Bonatti-Vaucher en face nord des Grandes Jorasses, la Bonatti-Guigot dans la face est du Grand Capucin et la Bonatti-Oggioni sur le pilier rouge du Brouillard avec la sortie au Mont Blanc. Bonatti, pour moi, ça a été un personnage important parce que c'était l'image du surhomme, du mec qui a jamais peur, qui a jamais froid, qui a jamais faim, qui est dans un degré d'excellence incroyable, qui met la barre haute dans tout, dans ses ascensions, dans son rapport aux compagnons de cordée dans la vie. Il arrête sa carrière à 35 ans, après la face nord en solo du Cervin, par la voie directe, tout seul et en hiver. Donc pour moi, c'est un personnage qui ne faisait pas l'unanimité, mais... Donc il est décédé cette année. Tu aurais aimé le voir pour faire le film? Tu avais prévu de le rencontrer, de lui parler un peu de qui t'étais Ouais, alors pour moi, ce périple, c'était aussi une bonne occasion de mêler nos ascensions avec des passages de ses bouquins. Et je me disais qu'il y avait un chouette truc à faire. Et puis d'aller à sa rencontre, moi je l'avais croisé au Piolet d'Or, mais il y avait tout le monde qui faisait la queue pour une dédicace. Et je voulais lui en parler de ce projet. J'y pensais, ça me brûlait les lèvres et je me suis dit non, fais-le et après tu le contacteras. Et une fois qu'on a réalisé notre projet avec Yann, moi je lui ai écrit une lettre manuscrite en italien avec des photos que je lui ai envoyées. Et son attaché de presse et ami depuis toujours, Mirella Tenderini, nous a répondu en nous disant qu'il était très fatigué et on s'est douté qu'il était malade, qu'il y avait un truc de grave. Lui, effectivement, il a arrêté l'alpinisme à 35 ans. Il voulait sortir du monde, mais il a trouvé que le monde de l'alpinisme n'était pas beaucoup plus beau que le monde ailleurs. Enfin, c'est ce qu'il a écrit. Il en a souffert. Il en a souffert, donc il a arrêté à 35 ans, il est allé faire autre chose. Est-ce que toi, tu envisages éventuellement de faire une carrière courte ou finalement, aujourd'hui, tu te dis non, Bonatti, il me plaît là, mais moi, ma carrière, c'est quand même la montagne, parce que le monde d'en bas, il est peut-être pas très beau, celui d'en haut est peut-être meilleur, je suis mieux en haut. T'es mieux en haut? Tu fais partie des gens qui sont mieux en haut?
Je suis pas mis en haut, je suis bien en haut. Ouais. Bien en haut. Je suis bien, en tout cas, j'ai encore besoin de l'alpinisme. Après, ça c'est quelque chose que j'ai pas trop exprimé, qui est très personnel, mais ce projet Bonatti aussi, il y avait en moi cet écho de fin de carrière à 35 ans. Et moi, c'était au moment où mon fils naissait, je me posais des questions, c'était un engagement qui est fort. Où, voilà, ça m'interpellait. Et je pense que voilà, c'est aussi un profil du bonhomme qui m'a incité à aller à sa rencontre à travers ce projet-là. Après, au-delà de ça, moi, dans la rencontre du bonhomme, ce qui m'intéresse avec les alpinistes, et ce que j'aurais bien aimé qu'ils me disent, ou pouvoir parler avec lui, c'est qu'est-ce que lui a apporté cette existence d'alpiniste, cette vie d'explorateur aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Qu'est-ce qu'il avait à me dire par rapport à ça? Et qu'est-ce qu'il a à partager comme enseignement? Pas comme enseignement philosophico-spirituel, mais voilà, je pense que quand même, c'est pas anodin, que ce soit au niveau de la prise de risque, au niveau de ces ascensions. Voilà, il y a quelque chose à en dégager, et c'est ça qui m'intéressait d'entendre. Qu'est-ce qu'il avait à transmettre comme enseignement? Alors toi, tu fais partie des jeunes qui renient pas le passé, je dirais. Des jeunes dont la pratique est inspirée par un certain nombre d'anciens ou de manières de grimper, il me semble. Parce Ouais. qu'il y a plein de jeunes qui disent, bon, avant nous, il n'y avait pas grand-chose, on va essayer. Non, toi, tu fais partie de ceux qui respectent les anciens, ce qu'ils ont fait, tel qu'ils l'ont fait, quand ils l'ont fait, et avec la mentalité avec laquelle ils ont pratiqué cet alpinisme. Là, toi, tu as un certain nombre de visages. Ouais. Il y a du Demaison, il y a du Bonatti, il y a du Doug Scott, Profi. Je pense que c'est des gens qui t'ont inspiré un peu dans ces visages-là, qui tu choisirais, ou de qui tu te sens proche, ou qui t'inspire. Si, moi, je suis assez lucide sur le lien de codépendance en bois du thé, parce qu'il y a quelqu'un qui a fait cette théière, qui a cueilli le thé, qui a fait cette tasse, on est sur une table. Et en fait, tout est lié à tout. Donc, ouais, c'est sûr qu'il y a eu des pionniers, des explorateurs qui sont passés avant nous. On peut pas les ignorer. Ils sont là. Et voilà, après, je sais qu'avec Émeric, ça nous faisait bondir quand c'était jeune alpiniste. On se demandait jusqu'à quel âge on était jeune, en fait, et jusqu'à quel âge il fallait un peu faire ses preuves. Et on était plus dans un trip rock'n'roll à CDC en disant fuck off, on a envie de laisser notre trace. Et voilà, c'est aussi pour ça qu'on est parti à bloc. Donc, je crois pas en tout cas être nostalgique de la montagne et de ses anciens en pensant que c'était mieux avant, pas du tout. Mais voilà, dans le massif du Mont Blanc, beaucoup de choses ont été faites, il y a des gens qui sont passés avant. Et en fait, pour moi, c'était une bonne excuse d'aller passer 6 jours là-haut avec mon pote à travers un angle qui était celui de Bonatti. Après, là-dedans, au niveau des personnages, ben, ils sont tous marquants. Hein. C'est vrai que Patrick, c'est évident. Moi, je l'ai rencontré à 13 ans. Gabarou, quoi. Patrick Gabarou, ouais, c'est avec lui que j'ai commencé à être mis en lumière sur le devant de la scène à travers des ouvertures, dans la façade des Joras, du Mont Blanc, du Fresnay. Et il a marqué, il continue à marquer. Et voilà, c'est un ami, on ne se voit pas tous les jours, mais voilà, il y a des côtés que j'admire dans sa personnalité, notamment dans son rapport avec les autres. C'est toujours des... T'as fait, d'ailleurs, j'ai un petit extrait, tu as fait le fil de l'amitié avec Patrick. Ouais, tout à fait. Ouais. On va peut-être se payer un petit extrait, non? Ouais, Patrick, je crois qu'il fait aussi partie des alpinistes qui ont la capacité à exprimer ce qu'ils ont pu voir, ce qu'ils ont pu ressentir, et qui n'est pas avare dans la manière de communiquer. Tu t'es inspiré de lui pour en parler de la montagne. Je parle dans le discours. Hein. Je me suis inspiré de ces côtés, des côtés lumineux du personnage, et il y en a. Donc ouais, moi quand j'arrivais chez La Fuma les premières fois, dans le rapport avec les marques, ou même dans sa manière de s'exprimer avec les médias, je trouvais qu'il arrivait à faire passer quelque chose, ce qui n'était pas le cas de forcément tous les alpinistes. On parle évidemment là de l'amitié, c'est l'amitié de la cordée. La cordée est importante. Tu as parlé de la cordée ACDC, donc Émeric Clouet, DC, Dumaret, Christophe. Donc c'est une cordée qui était née dans les années 2005, 2006. Vous avez fait pas mal de choses ensemble. Ouais, même juste avant dans les équipes FFME. Ouais. FFME. C'est un type important pour toi. Vous êtes toujours ensemble? Ouais, on est toujours ensemble. La cordée existe toujours. On a toujours des projets. Après, moi j'ai un petit peu ralenti dans les expéditions. Lui, il est resté sur un rythme vraiment soutenu. Je crois qu'il a toujours des rêves
des rêves piolédorisables, j'allais dire, vraiment de gros trucs hyper engagés sur des grosses montagnes qui le font rêver. Moi aussi, mais pas exactement avec la même fréquence. Quand tu dis piolédorisable, c'est ça? C'est-à-dire avoir le piolet d'or? Je pense qu'on est tous un petit peu intoxiqués, ce serait mentir de dire le contraire, et c'est toujours agréable quand on vous félicite pour une ascension ou qu'on est reconnu par ses pairs. Mais voilà, moi, entre-temps, il s'est passé des choses. Parce que vous aimez le baston quand même, aussi. Ouais, mais ça, c'est ça, le baston en montagne, quoi, un peu. Ouais, quoi. je crois qu'on partage ça, ce goût des ascensions techniques, et ça va pas changer. Si ce n'est au niveau de la fréquence. Ouais, parce que là, bon, voilà, là c'était dans Estrade Rail, enfin, dans cet enchaînement que vous avez fait au Joras, à la Verte. Ouais, c'était une grosse aventure. On a pris le gros mauvais temps dans les Joras, et grosse aventure. À propos des Joras, c'est une face nord que tu aimes bien finalement. Cette voie ces Joras dont on a beaucoup parlé, que Deux Maisons, je dirais, fait connaître à la France entière, et d'autres avant. Toi, tu y vas souvent. Ouais, bah déjà, c'est pas très loin de la maison. Alors voilà, le rapport entre les expéditions. Je crois qu'une expédition, on y va. Le sommet, l'ascension, c'est la cerise sur le gâteau, mais avant, faut pas oublier la préparation, le matos, le téléphone satellite, les liofs, les sacs, le fret, le truc, les Sherpas, les Yakman. Et pour grimper quoi à la fin, des fois, pas grand-chose. Parce qu'on se tape du mauvais. Tu préfères faire ça dans les Alpes, des choses comme ça? Là, nous, l'année dernière, moi, je suis parti le matin d'Annecy. On a fait l'approche par les Grands Montets, approche en Fern. La Colton en face nord des droites. L'après-midi, j'étais de retour à la maison. Début de soirée. On avait fait la face nord des droites, la Colton en 3 heures, 3 heures et des poussières, 3 heures et demie. Et tu vois ton petit le soir? Et je peux voir mon petit le soir. En plus, j'ai pas forcément l'impression d'avoir pris des gros risques par rapport aux risques objectifs, et sur les avalanches, les crevasses, les chutes de pierre, tout ce qu'on maîtrise pas et qui a plus rapport au danger. En expé, des fois, c'est dur. J'étais au Cachemire tout le mois de juillet. J'ai pas arrêté les expéditions. Hein. C'est plus 6 expés par an ou 4 expés par an comme on pouvait l'être, mais voilà, pas pu allumer le téléphone SAT parce que c'était la guerre entre les Pakistanais et les Indiens. On a eu des soucis avec une rivière à traverser. Et à la fin, au niveau de la grimpette, c'est léger. Moi, je m'absente un mois. Je reviens, j'arrive, j'ai les crocs. J'ai les crocs pour grimper. Donc c'est sûr que ma chérie, des fois, c'est un peu dur parce que c'est des absences qui sont longues. Pour moi, des fois, c'est pas évident de partir 1 mois et demi, 2 mois, aussi parce que je suis bien ici. Donc les voyages, oui, mais peut-être un peu plus espacé, quoi. Le risque, justement, t'en prends toujours autant, différemment, parce que c'est quand même un métier à risque que tu fais. Que ce soit le métier de grimpeur, d'alpiniste de haut niveau, ou même le métier de guide. Comme dit Bluch, c'est un métier de con, quoi, enfin, d'une certaine manière. C'est risqué. C'est une existence, un métier dans lequel on a tout à perdre, beaucoup à perdre. Et beaucoup à trouver, et beaucoup de sens à trouver. Moi, j'ai du mal à me reconnaître aussi dans une existence purement matérielle. Après, la prise de risque, c'est aussi une drogue qui est assez insidieuse. Là, en me blessant l'année dernière, je me suis rendu compte de ce qui me manquait. Il y avait cet apport vraiment de la nature, qui est énergétique, qui est fort, mais il y avait aussi le besoin d'adrénaline, c'est vrai. L'alpinisme est d'un certain côté inexcusable parce que c'est une prise de risque que certains ne tolèrent pas. Et moi, j'ai rien à dire à ça. Mais je crois que l'existence est risquée par définition. Alors, tu vois, quand je te montre des images de Mademoiselle Jeanne, c'était avec Thomas Bonnet. Ouais. Et il s'est fait prendre comme dans une avalanche. Ouais. Thomas, des copains, moi j'en ai déjà enterré un certain nombre. Et comment tu le vis, enfin, comment tu te restructures après? D'ailleurs, après la disparition de Thomas, c'est là où moi je suis parti aussi à Bali. J'étais dans une retraite au milieu des rizières, j'ai suivi des enseignements puissants pendant un mois parce que voilà, j'avais besoin de prendre de la distance. Et voilà, je pense que c'est aussi une distance qui permet de faire grandir. Alors, quand on va sur ton site, au début, il y a 5 phrases et 5 photos. Tu le connais par cœur, ces phrases et ces photos. J'ai eu un peu du mal au départ à m'y faire. Tu vois, à ces phrases, j'ai cherché un peu les auteurs, qui c'était. J'ai trouvé finalement que Plotin, c'était pas Félix, mais c'était un platonicien, c'est ça? C'est ça, un philosophe, etc. Ces phrases, ça dit beaucoup de toi. C'est quand tu fais... Enfin, t'es quoi aujourd'hui? T'es bouddhiste? T'es hindouiste? Non, je sais pas bien ce que je suis. En tout cas, j'ai absolument pas la prétention
de vouloir délivrer des enseignements, ni même un message. Simplement, pour moi, c'est ce qui confère la valeur à l'alpinisme. C'est en partie ça, en fait. En montagne, il y a des moments où on remet le temps à sa juste place, parce qu'on n'est plus au rythme de la machine, mais au rythme de l'humain, dans la marche, dans la contemplation. On a un sommet, on reste 1h30 à un sommet. On se rend compte que voilà, on n'a pas respiré de la journée parce que le bide était comme ça. Et voilà, si tu veux, c'est l'exemple de l'étang dans lequel il y a toujours des ricochets. On arrête de balancer des pierres, et ben c'est à peu près le seul moment où on peut voir au fond de l'étang ce qu'il y a. Quand tu arrives à t'inscrire dans du lâcher-prise, à tout mettre en moyen pour y arriver, mais à oublier le bilan, ben putain, c'est étonnant, mais c'est le moment. Donc pour moi, ces phrases, elles sont importantes. Christophe Profit parle de sortir de sa zone de confort. Ça te dit quelque chose, ça? Ouais, c'est ça, mais moi, les bouquins de Daudet, des bouquins même de Bâtard sur la sortie des signes, pour moi un bouquin courageux, le bouquin de Moulin, c'est des bouquins qui me touchent parce que c'est... Qu'est-ce que tu as à nous dire de ces ascensions-là c'est quoi l'aller-retour entre le singulier et l'universel? Pour moi, c'est ce qui justifie d'être là et de parler à des gens ou même d'être devant une scène. Si c'est juste pour parler d'un chronomètre, d'une cotation, de ce que j'ai fait. Alors, justement, quand tu fais des conférences, tu vas faire un peu des conférences aussi dans les entreprises, je suppose. Ouais, qu'est-ce que tu leur dis dans ton discours? L'important, qu'est-ce que tu as envie que les gens retiennent quand tu es passé de toi, dans ton discours? Et moi, ce qui me plaît, c'est des conférences ou des présentations à tiroir, c'est des fables de La Fontaine. Suivant l'âge que tu as pour les entendre, ben, tu retires ce que tu as à apprendre. Ça peut être pour les enfants, les adolescents ou pour les adultes. Voilà, c'est une critique féroce du pouvoir. Donner du sens. Voilà, moi, je montre une photo de la face nord des Grandes Jorasses en pleine tempête. Pour la majorité des gens, cette photo, elle n'a aucun sens. Qu'est-ce que vous foutez là, vous qui avez le cul en pleine tempête? Pour moi, elle a du sens. Pour moi, elle a du sens parce que je suis dans une phase qui me fait rêver. Je m'inscris dans une démarche, il y a une préparation avant. Je suis avec un compagnon de cordée. On est en train de vivre une aventure qu'on a choisi de vivre. On est dans une gestion du risque. On vit des moments, des moments qu'on a choisi de vivre et en fait qui éliminent toute la contrainte. Voilà, donner du sens. À partir du moment où dans un job, on arrive à donner du sens, je pense qu'on est cool. Quand on est chef d'entreprise, je pense d'oublier le bilan pour un commercial, d'arrêter de se mettre la pression sur le résultat, mais de se dire, attends, je vais me raser, je vais être en forme pour arriver au boulot, je vais être cohérent, si j'ai un rendez-vous important, je ne me couche pas à 2h du mat, je vais préparer mon rencard, je vais tout donner pendant l'entretien, et si le bilan doit être bon, il sera bon, mais le bilan, il n'existe pas. Et voilà, c'est simplement quel écho ces ascensions ont pu faire dans ma vie en rapport avec la montagne et que je viens partager, mais très modestement. J'essaie de montrer une image la plus proche de moi-même. Alors je ne dévoile pas tout, mais mes ascensions, mon site, j'espère la manière de communiquer, j'essaye qu'elle colle le plus près. Quand il y a un journaliste qui me fait croire que je suis Robocop, un surhomme, que je suis en train de révolutionner l'alpinisme, je lui dis non. Non, en fait, moi je grimpe dans les Alpes, j'essaye d'être dans des ascensions qui me correspondent, des projets qui me parlent, mais souviens-toi de Profit, souviens-toi de Loretan qui avait fait ses... Je veux dire, quand on regarde la carrière d'un Loretan, c'est bon, quoi. Après, et moi, je ne suis pas dans cette course à l'armement du toujours plus fort, toujours plus haut. En plus, je ne suis même pas sûr d'en avoir les moyens et les capacités. Donc, c'est simplement vivre mes rêves et trouver une forme d'harmonie entre mes rêves de montagne, ma vie de famille, mes amis, être en accord avec moi-même. Tu prends le portable en montagne? Ouais, je le prends, ouais. Et tu le coupes ou tu restes branché? Non, je le coupe, je m'en sers comme de secours. C'est aussi ce qui est confortable dans les Alpes, quoi. C'est-à-dire que ça peut paraître paradoxal de partir avec un GPS, un portable. Lionel Daudet a fait des expériences plus ultimes dans les Alpes, tout seul, sans moyen de donner un secours. C'est peut-être plus cohérent comme démarche. Ces moyens, ils existent, moi je les prends, et je sais aussi que dans la face nord des Grandes Jorasses, même si récemment on a eu l'illustration qu'il pouvait se passer des choses dramatiques dans les Alpes, moi il y a une possibilité de donner ce secours, je la prends, ouais, je la prends. Depuis que t'es papa, tu as changé de vision? Ouais, j'ai changé de vision, ouais. Ouais, j'ai changé de vision, et déjà en termes de fréquence d'ascension, je pense que je suis moins souvent en montagne. Je me pose plus de questions, j'essaie d'être plus à l'écoute sur les voyants qui s'allument. Il y en a toujours qui s'allument parce qu'on ne peut pas toujours mettre les bonnes cases dans le cahier des charges avant d'aller en montagne, à tous les niveaux. Mais ouais, ça... Encore une fois, voilà, pour l'entourage, c'est pas évident. C'est une pratique qui est pas anodine. Et en même temps,
En même temps, je pense que ça fait partie de moi, encore pour l'instant. Alors, dans les gens avec qui tu as grimpé, j'avais préparé 2-3 photos. J'ai mis ton nouveau compagnon, Ouais. en fait, Qui est à Normal Sup maintenant, là, donc qui est tout gamin, que je vois un petit peu moins, qui a parce qu'il a 20 ans. migré vers la Bretagne. Ouais. Yann. Ah oui, il a 20 ans, ouais. 21, je crois. Ouais, Et donc là, vous tournez sur les traces de Bonatti avec le matériel de Bonatti. ouais, alors ça, c'est une séquence qui fait partie Ouais. du film. On était là, c'est dans une séquence reconstitution dans la Pointe Lachenal et on s'est encordé avec la corde en chanvre et le matos Donc là, c'est assez d'époque, ouais. sympa, c'est un peu ton équipe du moment, ça. Ouais, alors là, c'est pareil, on a fait le choix pour ce film de faire un film de montagne sans hélicoptère. Donc le film, il sort, c'est La Voix Bonatti. Ouais. On va lui souhaiter une bonne carrière, non? Parce que maintenant. Alors t'es quoi? T'es réalisateur du film? Non, T'es non, non, moi, co-réalisateur? enfin, T'es acteur? Parce que quelque part, c'est ton film. Ou c'est toi qui as eu l'idée? disons que le projet, ouais, voilà, c'est un projet que j'ai eu, ce qui n'a pas toujours été le cas. Le Méridien des Écrins, c'était vraiment une idée d'Emeric sur laquelle je me suis greffé avec le Gab. Souvent, c'était ses idées d'ouverture. Là, ce projet Bonatti, ouais, c'était une idée que j'avais. Et je me disais, quitte à prendre la caméra, j'imaginais des séquences du film où on pouvait se replonger dans des passages de ses bouquins, etc. Donc, sur le générique, on a écrit que je l'avais écrit avec Bruno Perronnet, mais que c'est Bruno le réalisateur. Ça fait partie un peu de ta démarche, c'est-à-dire communiquer, essayer de transmettre, essayer de raconter des histoires. Ça a été le cas avec ces films, c'est le cas avec ce film, ceux que tu as fait avant. C'était le cas quand tu as travaillé à Vertical comme journaliste, comme témoin. Ouais. Tu as envie de ça? Pour moi, dans Tu la feras un bouquin peut-être un jour Ouais, j'aimerais bien pouvoir écrire, mais pour moi, c'est plus facile encore de faire des films avec une équipe où il y a une dynamique que de me mettre au bureau et d'écrire. C'est pas la même assaise. Mais ouais, pour moi, de rêver d'un projet, de grimper et de communiquer, c'est un peu les versants différents de la même montagne. Ce qui n'est pas le cas de tous les alpinistes. Il y en a quand ils rentrent, ils disent rien ni à leurs copains, ni à leurs femmes. C'est leur jardin, ils ont vécu leur truc. Mais voilà, j'allais dire ce que je vois là-haut, ce que je ressens, c'est prétentieux, hein, mais j'imagine pouvoir trouver un lien avec des gens même qui font pas de montagne ou qui sont simples randonneurs. Et moi, je suis heureux quand on passe un film et que c'est des randonneurs qui sont dans la salle. Des gens qui trouvent un écho, qui disent « Ah ben ouais !» Alors souvent, ils viennent s'excuser en disant « Moi, je suis qu'un simple randonneur. » Non, on pratique la même chose. Moi, je manque encore un peu de sagesse. Et voilà, on fait des expériences qui ne sont pas données à tout le monde. De pouvoir s'immerger pendant 12 jours dans un massif des Écrins, désert, à faire du saut de mouton sur des faces nord ou des versants nord, on a l'impression qu'on en ramène des petits trésors. Alors c'est nos trésors, ça a la valeur que ça a, mais c'est des expériences puissantes qu'on peut avoir envie de partager. On t'a bouffé un peu ta journée aujourd'hui, parce que hier, tu étais dehors, avant-hier, tu faisais de la randonnée avec ton papa, enfin, tu étais toujours dehors. Aujourd'hui, les conditions sont bonnes, il vient de neiger, etc. Merci de nous avoir accordé une partie de ton temps pour essayer de nous faire, pour nous faire partager ta passion pour la montagne. Les 10 prochaines années, ça va être quoi? Aucune idée. Aucune idée. Apprendre à mon petit à faire du ski, peut-être. Non, continuer à trouver un équilibre qui fait que, voilà, entre la nature, entre l'alpinisme, entre la famille, entre la manière de gagner sa vie, voilà, la balance se fasse. C'est du job, c'est quotidien. Un petit projet dans la tête? Il y a des idées, ouais. Je crois que c'est ces projets de suivre une ligne géologique ou une zone de faiblesse avec un bon compagnon de cordée en racontant des histoires et en mêlant notre touche personnelle d'ascension technique et sans oublier ce qui a été fait avant. Suivant les lunettes qu'on a sur les yeux, les projets sont innombrables, y compris dans les Alpes. Des rêves, il y en a plein. Il y en a plein, ouais. Merci. De rien. À bientôt. Merci à vous. Namasté. Bonne chose. Namasté. Ciao.